Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties au cinéma comme sur les plateformes de streaming, mais ça, vous le savez. Et comme vous l'avez peut-être remarqué, nous sommes encore dans une ambiance horrifique. Halloween, le 31 octobre arrive à grands pas, il est peut-être déjà passé au moment où vous voyez cette vidéo, mais qu'importe! Halloween, c'est toute l'année, l'horreur, c'est toute l'année, mon amour pour les films et les séries d'horreur, c'est toute l'année, et en parlant de séries d'horreur, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Le maître en matière de séries d'horreur depuis quelques années, c'est Mike Flanagan, et comme chaque année, il nous a sorti sa nouvelle série sur Netflix. Vous doutez bien que je ne pouvais pas passer à côté, j'ai découvert toute la semaine, épisode après épisode, pour bien savourer, et j'avais très envie de vous en parler, c'est donc le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Nous allons parler de La Chute de la Maison Usher, la toute nouvelle série de Mike Flanagan sur Netflix. Je ne vous en dis pas plus, on garde le mystère de l'ambiance d'Halloween. Savez-vous, un grand café, un verre d'eau. Moi j'ai évidemment le mien et il est thématique, et nous on se retrouve juste après le générique. Alors, La Chute de la Maison Usher est donc la toute nouvelle série horrifique de Netflix pour la période de Halloween. Comme la majorité des séries Netflix, c'est une série de 8 épisodes qui compte du coup qu'une seule saison, mais à chaque fois en fait les saisons de Mike Flanagan, les séries de Mike Flanagan pour Halloween sont des one-shot. Donc le one-shot de cette année, c'est cette saison en 8 épisodes qui est sortie le 12 octobre 2023. Comme je vous l'ai dit en introduction, Mike Flanagan, c'est le réalisateur Halloween de Netflix. Chaque année, il nous sort une série pour le mois d'octobre, mais c'est pas toujours des réussites. Personnellement, j'avais adoré sa toute première série, The Haunting of Hill House, que j'avais trouvé exceptionnelle. J'avais été très déçue l'année suivante par Bly Manor, qui est une reprise du livre Le Tour d'écrou. Comme je connaissais déjà le livre et comme j'avais déjà vu d'autres adaptations du Tour d'écrou, que je vous recommande par ailleurs en film, qui sont excellentes et terrifiantes, la série avait perdu du charme pour moi, je connaissais l'histoire. Je trouvais cette nouvelle adaptation moins intéressante. Il est revenu l'année suivante, en 2021, avec Midnight Mass. Vous avez une vidéo dessus sur la chaîne. Je l'avais beaucoup apprécié, même si le suspense autour de la créature et le mythe horrifique qu'il avait choisi cette année-là n'était pas resté très longtemps. Pour moi, j'avais trouvé que la réalisation était sublime, la localisation, le huis clos, etc. Donc je vous recommande également Midnight Mass. Et malheureusement, l'année suivante, on est un peu sur un an sur deux avec moi et Mike Flanagan. L'année suivante, c'est-à-dire l'année dernière, en 2022, nous avions eu le terrible Midnight Club. C'est vraiment celle que j'aime le moins de lui. Autant Bly Manor, l'histoire m'avait déçue parce que je la connaissais déjà et je trouvais que ça avait été déjà mieux adapté, mais on avait quand même des propositions, etc. Autant The Midnight Club, j'ai vraiment été extrêmement déçue. C'était ado, prévisible, sans grand intérêt, pas vraiment horrifique. Enfin franchement, la série de l'année dernière, c'était une énorme déception. Donc autant vous dire que celle de cette année, j'ai pris des pincettes en l'attendant parce que oui, c'est du travail de Mike Flanagan. Oui, cette année, il se propose d'adapter une ou plusieurs nouvelles d'Edgar Allan Poe, on va en parler, mais voilà, je suis toujours un petit peu incertaine avec ce qu'il produit et je vous le dis direct, j'ai beaucoup aimé la série de cette année. Donc comme je vous l'ai dit, au niveau de l'histoire pour La Chute de la Maison Usher, il s'est largement inspiré du travail de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, c'est un auteur anglais. On en a déjà parlé sur la chaîne puisqu'était sorti un film sur lui, The Pale Blue Eyes, qui m'avait par ailleurs beaucoup déçu. Je trouvais qu'on retranscrivait pas assez bien le personnage de Poe, même si l'ambiance était superbe. C'est dommage parce qu'on était quand même sur un film avec Christian Bale, et j'adore Christian Bale. Mais voilà, Edgar Allan Poe, moi c'est un auteur que j'apprécie, bien que je n'ai pas lu toutes ses œuvres, et le cas présent, la série adapte non pas une nouvelle, non pas seulement la nouvelle de La Chute de la Maison Usher, mais un ensemble de nouvelles auxquelles Mike Flanagan rend hommage dans les différents épisodes de sa série. Si vous connaissez un petit peu les œuvres de Poe, vous verrez qu'en fait chaque épisode correspond au titre d'une nouvelle d'Edgar Allan Poe. Moi je les connaissais pas toutes, mais j'avais à côté de moi lors du visionnage une grande amatrice de l'auteur qui est ma maman, et qui m'expliquait des petites références quand je ne les avais pas, et faut dire que la série est pas mal référencée. J'ai d'ailleurs découvert que si vous souhaitez lire les différentes nouvelles d'Edgar Allan Poe, elles sont disponibles sur Wikisource, ce qui est plutôt cool. Vous pouvez au moins lire celles de la Maison Usher, mais il y en a tout un ensemble qui sont disponibles, et c'est gratuit, c'est en ligne, vous trouverez le lien en description. Mais au final, la série en elle-même n'est pas une adaptation. C'est une série très référencée, très nourrie du travail d'Edgar Allan Poe, mais c'est pas une adaptation d'une de ses histoires. En fait, il a construit une espèce de tissage avec son histoire originale au centre, sa famille, cette famille Usher, et tout un ensemble d'éléments qu'il va reprendre des histoires
de peau. Et donc quelle est cette histoire centrale que nous a tissée Mike Flanagan au milieu de l'univers d'Edgar Allan Poe? C'est l'histoire d'une famille, la famille Usher, une famille d'entrepreneurs dont la figure centrale est Roderick Usher, le patriarche si vous voulez, qui est toujours accompagné de sa sœur Madeline Usher, qui elle n'a pas eu d'enfant. Roderick Usher, lui, il n'a pas eu qu'un seul enfant, il a eu une très nombreuse descendance avec plein de femmes différentes, et cette descendance, c'est eux qui vont nous intéresser dans cette histoire, puisque nous allons vivre en direct la chute de la famille Usher. Assassinat sadique ou malédiction étrange, c'est tout le propos de cette série qui nous propose de mêler fantastique, thriller et dénonciation sociale. Car oui, la famille Usher est une famille à la tête d'une entreprise pharmaceutique pas très recommandable qui nous fait énormément penser à l'entreprise derrière le scandale de l'oxycodone aux États-Unis, dont on a également déjà parlé sur la chaîne, puisque parmi les toutes premières vidéos que je vous avais fait ici, je vous avais parlé d'une série que j'avais adorée, qui est la série Dopesick, qui reprend un petit peu toute l'histoire du scandale des opiacés aux États-Unis, ces espèces de magouilles d'entreprises pharmaceutiques prêtes à tout pour vendre des produits hautement addictifs qu'elles font passer pour de simples antidouleurs communs. Je vous renvoie vers ma vidéo pour en savoir plus, et je vous renvoie également vers la série qui est excellente avec Michael Keaton en premier rôle qui est bluffant. Bref, revenons-en à nos moutons, la série. Visuellement, puisqu'on commence toujours par l'aspect visuel, j'ai trouvé que la série était magnifique. Et franchement, après l'énorme déception scénaristique mais aussi visuelle de la série The Midnight Club l'année dernière, c'est une bouffée d'oxygène. J'ai vu dans cette série parmi les plus beaux plans que j'ai vus cette année. Quasiment tous les plans de Roderick devant son espèce de baie vitrée dans son immense immeuble au cœur de New York sont magnifiques, ils sont bluffants, notamment des scènes dans l'épisode 5 et l'épisode 6 qui sont juste waouh. Enfin, si vous avez vu la série, vous voyez de quelle scène de la baie vitrée je parle. On va dire qu'il y a une scène de pluie et une scène de chute. Voilà, ces deux scènes sont juste incroyables, mais ça s'arrête pas là. Visuellement, tout ce qui est construit autour du personnage que je vais appeler le personnage du corbeau, c'est magnifique. Il y a un aspect un petit peu fantastique, dérangeant. Tu sais pas si t'es en train de voir une apparition, tu sais pas si t'es en train de voir une personne qui est en train de se mettre en scène. Vraiment quelque chose de scénique. Dans la série, il y a quelque chose de théâtral. Et ça, c'est purement dans l'identité de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, c'est l'une des figures du romantisme. C'est un dramaturge, un poète, il utilise énormément la métaphore et il est très sombre dans ses propos et dans ses visions et dans les images qu'il projette. Il a vraiment un aspect très critique sur sa société et ça, on le retrouve totalement dans le message de la série, mais on reviendra dessus. Et il a aussi cette espèce de mélange entre un fantastique gothique et la cruauté du réel qu'on retrouve dans ses œuvres et qu'on retrouve dans cette série. En fait, ça honore le courant du romantisme tout en le modernisant, puisque l'histoire se passe à notre époque et s'inscrit dans notre temporalité, mais il réutilise vraiment des codes visuels actuels pour construire une sorte de romantisme du XXIe siècle que je trouve très beau visionnage. Vous vous en doutez, il y a des effets spéciaux, mais il n'y en a pas tant que ça, et quand ils sont utilisés, ils sont vraiment utilisés avec parcimonie, ce qui fait que ce n'est pas du tout choquant au visionnage et que ça va plus jouer sur cet aspect perturbant et un petit peu malsain. Il y a un côté vraiment malsain dans toute la série, et visuellement il y a des scènes qui sont particulièrement malsaines. Je pense aux scènes du chat. Si vous avez vu la série, vous voyez ce que je parle, mais tout l'épisode du chat, là on a des scènes qui sont vraiment à la limite entre le fantastique, le délire psychotique et le réel, et les effets spéciaux jouent totalement là-dessus. Pareil pour la scène des miroirs, je crois que c'est l'épisode 6 ou 7, la scène des miroirs, elle est incroyable, la colorimétrie, le travail de la mise en scène et les effets spéciaux sont présents, mais avec tant de parcimonie que ça rend extrêmement réel. On n'a pas du tout ce côté artificiel, ce côté pixel, ce côté mal intégré. C'est vraiment très malin au niveau de la mise en scène et très bien travaillé au niveau des effets spéciaux. On a très peu de fond vert et le seul passage qui est un petit peu grossi, on va dire, au visionnage, mais qui fait totalement partie du délire psychique dans lequel nous emmène la série, c'est le second passage dont je vous parlais de la baie vitrée, que moi j'ai trouvé visuellement incroyable, mais qui, il est vrai, fait très fake, fait très faux, mais il participe justement à cet aspect délire psychotique qui est développé à ce moment-là. Mais je trouve que, comme je vous l'ai dit, on a déjà une mise en scène qui est très travaillée et qui joue vraiment sur ces frontières entre fantastique, réel et délire psychotique, et les effets spéciaux ne viennent qu'en support de ça. Ils sont pas envahissants, ils sont pas le devant de la scène, si vous voulez, ce ne sont que des outils au service de la mise en scène qui les utilisent que quand elle en a besoin. Et vu que je parle des effets spéciaux, je vais quand même vous parler des make-up FX parce que vous savez que j'ai une petite passion pour les make-up FX. Les make-up FX de l'épisode 3, du drame de l'épisode 3, sont incroyable. Par ailleurs, toute la mise en scène est tournée un petit peu à la destination finale, j'ai adoré, j'aime beaucoup ce genre de suspense, et le résultat, une fois que j'ai compris ce qui allait se passer, je ne pensais pas qu'il nous montrerait tout ça, et le résultat est juste extrêmement bien fait, et les artistes de make-up FX ont dû petit 1 s'éclater pour réaliser cette scène, et petit 2, c'est excellent, c'est vraiment un très beau moment dégueulasse, mais c'est très bien produit, donc au niveau des effets spéciaux, j'ai rien à dire également. Juste ce qu'il faut pour rendre réel
une partie de ce fantasme que nous propose la série, mais sans trop pour éviter que ça devienne trop artificiel. Le choix des musiques, très rapidement. Bon, déjà, le premier épisode avec le passage avec du Beethoven pendant le repas de famille, vraiment c'est ça qui m'a happé dans la série, c'est-à-dire que la série est assez lente, on va en reparler, mais je trouve qu'il y a quelques scènes clés. Dans chaque épisode, il y a au moins une scène clé pour venir te chercher si t'es pas encore totalement dans l'ambiance, si t'es pas totalement emporté dans la série. Et pour moi, vraiment, la scène clé qui m'a emporté, c'est premier épisode, repas de famille, musique Beethoven, cynisme et punchline envoyés comme ça. Je me suis dit, oh mon dieu, ça va me plaire, j'aime le ton, j'aime l'ambiance et j'aime la bande sonore. Et ça s'arrête pas au premier épisode. Chaque épisode a un petit peu son identité sonore puisque chaque épisode ou par groupe de 2 épisodes, on se concentre les uns après les autres sur chaque personnage, donc en gros chaque personnage a un petit peu son identité musicale, avec quand même une belle homogénéité sous tout le long de la série. L'ambiance musicale est accompagnée par ailleurs d'une ambiance sonore, et je pense que niveau ambiance sonore, on est obligé de parler de l'épisode 5, l'épisode du chœur, qui est juste... waouh. Et alors apparemment, moi j'étais chez ma maman, j'avais pas de méga installation sonore, mais apparemment la série est conçue pour être en 360 degrés. J'y connais rien en technologie sonore, m'embêtez pas. Sur ce point, je suis vraiment pas une pro, mais j'ai eu des retours en MP de certains d'entre vous qui m'ont dit que au niveau de la construction sonore et au niveau de l'environnement sonore, on a vraiment des sons qui viennent de différents endroits. Faudra que je teste, j'y ai pas pensé, j'y pense là maintenant avec les écouteurs pour voir si tout simplement, si j'écoute un des épisodes sur mon téléphone et que je mets mes écouteurs, on a cette espèce d'environnement Dolby Atmos-like, cette espèce d'effet 360 degrés, mais en particulier sur cet épisode 5, le chœur révélateur, mais quasiment sur tous les épisodes, l'épisode du chat également est très révélateur sur ce point-là. Je suis très impressionnée par l'ambiance sonore qu'ils ont construit. Ils ont vraiment utilisé toutes les technologies qu'ils avaient à disposition pour créer l'ambiance dont ils avaient besoin pour raconter leur histoire. Les technologies sont au service de l'histoire, sont au service de l'ambiance, c'est pas une espèce de débauche de technologie et d'effets spéciaux comme je vous l'ai dit, c'est au service mais c'est très très bien utilisé et ça permet de créer une ambiance de ouf, donc que ce soit la musique ou les sons immersif de l'histoire, c'est un oui pour moi. Malheureusement, on doit en revenir sur cette histoire de rythme dont je vous ai parlé car la série est, il faut l'admettre, un peu lente. Personnellement, ça ne m'a pas dérangée parce que comme je vous l'ai dit, dès le premier épisode, j'ai été happée par l'ambiance et j'ai été happée par cette famille et puis j'en vais en plus à côté de moi ma maman qui connaît très bien le travail d'Edgar Allan Poe et qui me parlait de toutes les petites rêves qu'elle repérait, etc. Et c'était assez enrichissant comme visionnage et j'avais une sorte de seconde lecture qui m'était offerte par ma maman, un peu plus creuser les références de la série, mais si on se base purement et simplement sur l'écriture du scénario et sur l'écriture des épisodes, il faut reconnaître que jusqu'à l'épisode 5, la série est assez molle. On a beaucoup de dialogues, on a beaucoup d'installations d'ambiance, on a beaucoup d'échanges avec les personnages et en plus on a aussi beaucoup de flashbacks. La série se passe sur 3 temporalités différentes. L'enfance et la jeunesse de Roderick Usher, les événements qui ont mené à la chute de la maison Usher et le récit de Roderick Usher après la chute de sa maison. Personnellement, j'ai trouvé que c'était assez fin dans la façon dont c'était mêlé, donc ça m'a pas particulièrement gênée, mais entre ces 3 temporalités où il faut quand même suivre les sauts dans le temps, etc., et que ça casse un petit peu les rythmiques et le fait que la série soit assez lente, je peux comprendre que certains ont eu beaucoup de mal au visionnage. Après, heureusement, j'ai envie de dire, comme je vous l'ai dit, chaque épisode a un petit moment qui va venir te chercher, qui va venir t'accrocher, soit un moment gore, soit un moment tragique, soit un moment vraiment d'action, etc. pour venir récupérer son spectateur. Je suis pas certaine que ça suffise. Moi, je suis vraiment entrée dans l'ambiance, j'ai vraiment été emportée, j'ai été happée. Si je m'étais pas engagée sur un épisode par soir avec ma maman, je pense que j'aurais tout binge-watch comme d'habitude, j'ai envie de dire. La série a vraiment cette espèce de suspense latent qui fait qu'on a envie de savoir. D'un autre côté, j'ai aussi beaucoup apprécié découvrir épisode par épisode parce que du coup, en général, parler de nos petites théories, etc. Et d'ailleurs, je suis contente parce que mes théories se sont révélées un petit peu justes. J'avais fait des théories après l'épisode 1 et mes théories se sont révélées un petit peu justes, je suis un peu contente. Tout ça pour dire qu'il faut reconnaître que le rythme est quand même assez lent. Maintenant, moi, j'aimerais vous recommander de vous accrocher. Honnêtement, à partir de l'épisode 5-6, oui, je sais, ça fait beaucoup, la série entre vraiment dans sa phase apothéose, sa phase révélation, et qu'est-ce que c'est excellent. Et c'est à ce moment-là que j'aimerais vous parler de l'acting très rapidement. Je trouve que la série est servie par un très bon acting. Alors pas de tous les acteurs, il faut le reconnaître, mais alors... Bruce Greenwood, qui joue Roderick Usher, est excellent et en plus j'ai appris par la suite qu'il avait été rajouté en post-production, donc toutes les scènes où il apparaît dans les premiers épisodes ont été retournées puisqu'à la base c'était un autre acteur qui avait été choisi qui a finalement quitté le projet, on sait pas trop pourquoi, et donc rien que ça je trouve ça excellent et franchement il incarne parfaitement l'espèce d'entrepreneur patriarche un peu perdu mais qui fait semblant de quand même maîtriser tout ce qu'il fait autour de lui. Mary McDonnell qui joue Madeleine Usher est excellente.
excellente. Elle est vraiment la femme froide, la main de fer dans le gant de velours. Enfin, il y a vraiment quelque chose de assez fascinant dans son personnage, mais le personnage le plus fascinant de tous et que j'ai trouvé juste hypnotique et belle, magnifique, la mise en scène lui rend extrêmement honneur, c'est Carla Gugino. Carla Gugino, pourtant, c'est une actrice que j'ai déjà vue, puisqu'elle est dans des projets comme San Andreas. Oui, c'est pas un film exceptionnel, mais elle était dans San Andreas. Elle était dans Sin City ou encore dans Watchmen. Et bien sûr également dans la première série du réalisateur Hill House. Mais je ne l'avais jamais vue sous cet angle et j'ai trouvé qu'elle était magnétique, qu'elle était d'une beauté fascinante et je trouve qu'elle a été incroyablement castée pour ce rôle étrange qu'elle a dans le film. Je veux pas vous en dire plus, mais franchement, au niveau de l'acting, les autres acteurs sont un petit peu en dessous, on a des scènes qui sont légèrement surjouées, mais chaque fois qu'on retrouve ces trois personnages, ça nous permet, et ça m'a permis, d'une fois encore, raccorder les wagons, me raccrocher à l'histoire en me disant waouh, je suis happée par ce qu'ils me fournissent à l'image, l'ambiance, la musique qui est déjà, l'histoire m'intéresse, cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, on a de très très bon acting, et les scènes avec ces personnages-là sont juste superbes. Et tout ça me mène à mon dernier point, le message autour de la série. C'est un message auquel je ne m'attendais pas, mais je suis ravie de l'avoir lu dans cette série et je le trouve très pertinent et très intéressant. Comme je vous l'ai dit en introduction, Mike Flanagan a fait le choix de faire de sa famille Usher non pas simplement une famille de grands entrepreneurs très riches, mais une famille à la tête d'une entreprise pharmaceutique qu'il a liée directement à un terrible scandale qui a lieu aux États-Unis autour des opiacés, autour de l'oxycontin, autour de l'oxycodone, etc. Donc un ensemble d'antidouleurs qui ont été prescrits comme des bonbons à des gens qui se sont retrouvés addicts à des drogues alors qu'ils avaient juste été hospitalisés, ils s'étaient juste cassé la jambe, ils avaient mal. Les médecins qui avaient été embobinés par l'entreprise pharmaceutique leur ont donné ces médocs, ça les a rendus totalement esclaves de la drogue. Cette souffrance de la personne addicte et de la volonté de s'en sortir, etc. est incarnée par le personnage de Juno dans la série, qui est d'ailleurs un personnage assez intéressant je trouve, et qui contrebalance beaucoup les excès et l'ambition des autres personnages. Alors qu'elle incarne la toxicomanie, c'est un personnage qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus pur que tous les autres, donc je trouve ça très intéressant de nous le montrer comme ça. C'est un scandale dont on parle peu en France parce que nous, pour reconnaître qu'on est quand même beaucoup moins concernés que les États-Unis, mais aux États-Unis c'est un scandale sanitaire énorme et je trouve très intéressant que Mike Flanagan ait décidé de porter ce sujet, à la fois parce que ça fait écho au travail de Edgar Allan Poe qui lui aussi était assez critique sur son siècle et assez critique sur la société et assez critique sur le rapport à l'argent, etc. Donc ça entre totalement en résonance avec les œuvres qu'il a choisi d'adapter à sa façon dans sa série, mais en plus je trouve que c'est un sujet qui est très intéressant à porter au regard du grand public et je trouve que la façon dont il l'a porté dans la série c'est très pertinent et c'est assez subtil, c'est culpabilisateur, ça pointe du doigt des coupables, mais ces gens sont quand même humanisés. Enfin, franchement, je trouve que ça apporte vraiment un supplément d'âme à la série, et c'est pas pour me déplaire personnellement. Pourtant, habituellement, j'ai pas mal de mal avec les œuvres engagées, vous le savez. Pour moi, quand je regarde une série ou un film, j'ai plus envie de m'évader de ma réalité que d'y être confrontée. Mais j'ai trouvé que là, c'est un sujet dont on parle finalement peu dans les œuvres internationales, on va dire, que ça m'a plu. Il faut bien des exceptions qui confirment la règle, comme on dit. Évidemment, il y a d'autres couches de lecture qui sont proposées dans la série, des couches de lecture qui sont beaucoup plus héritées des œuvres d'Edgar Allan Poe, avec toute une réflexion sur le deuil, sur la souffrance, sur ce qu'on appellerait le karma, la vengeance, le destin, etc. Tout avec un côté gothique et macabre propre aux œuvres d'Edgar Allan Poe. Mais là, je voulais vraiment creuser ce message en particulier que Mike Flanagan a volontairement rajouté dans sa série. Donc c'est mon dernier point et j'en viens à mon bilan. Du coup, si je vous fais le bilan de la série, j'ai beaucoup aimé. Franchement, c'est pas ma préférée de Mike Flanagan. Ma préférée pour le moment, c'est la toute première qu'il a réalisée, The Haunting of Hill House. Je trouve que celle-ci a vraiment un côté fantastique, hantise de maison, qui fait vibrer ma corde sensible de l'horreur. Bien que j'ai apprécié Midnight Mass, j'ai trouvé justement que ce qui faisait défaut à Midnight Mass, c'était la subtilité. Et là, de la subtilité, j'en ai eu. J'ai plus eu l'impression de voir un thriller noir qu'une série horrifique, même s'il y a l'aspect FX, l'aspect dégueu, l'aspect un petit peu fantastique, etc. Mais j'ai plus vraiment eu l'impression de voir un thriller social ou un thriller noir qu'autre chose, et ça m'a plu. Utiliser les codes de l'horreur pour nourrir un thriller noir, ça m'a plu, ça m'a charmé. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu, j'ai beaucoup aimé l'acting, j'ai vraiment aimé l'ambiance, j'ai trouvé que l'ambiance musicale aussi était intéressante. Visuellement, le travail, que ce soit les effets spéciaux, que ce soit la mise en scène, que ce soit la colorimétrie, j'étais charmée.
la façon dont a été utilisé le travail d'Edgar Poe, de ce que j'en connais, de ce que j'en sais, les références que ma mère m'a transmises, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, vraiment intelligent dans la façon où ça a été brodé dans l'histoire et dans la façon où ça a été mélangé à une création un peu plus originale de Mike Flanagan. Et j'ai aussi aimé le message, donc pour moi c'est un sans faute. J'ai pas relevé, hormis potentiellement ce problème de rythme, de choses qui m'aient dérangé, de choses qui m'aient perturbé, de choses qui m'aient questionné dans cette série. J'ai passé 7 très bonnes soirées devant ces 8 épisodes, puisque le dernier jour on en a regardé 2 parce que il fallait qu'on sache la fin, voilà. Mais franchement, c'était un très très bon moment et du coup je me permets de vous la recommander parce que moi j'ai beaucoup aimé. Maintenant je vous préviens juste sur l'aspect beaucoup plus thriller que horreur et sur l'aspect un petit peu lent de l'installation, de l'ambiance. Il y a beaucoup de choses à nous raconter en fait, donc c'est normal aussi qu'ils prennent le temps, mais je sais que tout le monde n'aime pas forcément ça, et si vous rentrez pas dans l'histoire dès le premier épisode, ça peut être un petit peu laborieux, mais au-delà de ça, j'ai beaucoup aimé, et je me demande même si c'est pas un coup de cœur. J'ai pas encore tranché sur ce point, mais c'est vrai que visuellement, les scènes de la baie vitrée là, elles me restent en tête. Je sais pas. Peut-être que c'est un coup de cœur, je suis pas sûre de moi, mais en tout cas, c'était un très bon moment pour Halloween. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas, si c'est le cas, à mettre un petit like, ça fait plaisir, ça me soutient dans ce que je fais, et ça YouTube à mettre en avant ma vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour être prévenu des futures sorties de vidéos. Et également, surtout, laissez des commentaires pour me dire si vous avez vu la série, si vous l'avez appréciée, si vous avez vu les autres séries de Mike Flanagan. Dites-moi quelle est votre série de Mike Flanagan favorite. Ça m'intrigue, ça m'intéresse, parce que comme je vous l'ai dit, moi ça reste la première, vraiment. Peut-être que c'était l'effet découverte, l'effet nouveauté par rapport au travail de ce réalisateur, mais c'est vraiment The Haunting of Hill House qui est ma favorite, donc dites-moi laquelle vous avez préférée. Je vous laisse là, je ne vous embête pas plus, je vous souhaite à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bon visionnage. Peut-être la chute de la maison Usher si je vous ai convaincu de regarder. Moi, je ne vous embête pas plus, et on se dit à présent, à très vite. Hey, regardez ce que j'ai trouvé. Alors, c'est pas un crâne humain, et ça fait un petit peu Aragorn sur les bords, mais, avec la petite capuche, je trouve qu'on est dans l'esprit la maison Usher. Qu'en pensez-vous? Vous ne voyez pas ma bouche bouger, je ne pensais pas que ce serait aussi perturbant. Et je ne vous vois pas, car je n'ai pas mes lunettes. J'espère que le réglage de luminosité est bien, je le corrigerai tout à l'heure, au pire. Mais c'est une petite vidéo rapide, pas trop prévue, mais j'avais envie de vous parler de la série. Donc voilà, je vais pas avoir grand chose à dire, mais j'ai quand même des choses à dire. Je sais pas trop si la vidéo sera longue ou pas, mais je suis contente parce que ceci est totalement improvisé. Je l'ai vu à... Je sais plus où je l'ai trouvé. C'est un magasin de plantes. J'y suis allée pour acheter des plantes. Et j'ai vu ça. Et je me suis dit, ceci coûte 10 €. C'est un investissement qui sera probablement amorti un jour. Et ben voilà. Nous avons trouvé. Et franchement, oups là, je trouve que ça me va plutôt bien. Qu'en pensez-vous? Là, ça, c'est un morceau de tissu de mon costume de Dark Rey. Ça n'a aucun sens. Rey au sens Rey, you know, from Star Wars. Mais donc voilà, ça n'a aucun sens. Ceci étant dit, on est parti. J'ai très hâte de l'enlever parce qu'en fait, vous ne vous en rendez pas compte, mais ça s'enfonce dans mes paupières ici. Et là, c'est très désagréable et j'ai les yeux qui pleurent. Mais vous ne le voyez pas, donc tout va bien. Everything is fine, let's go. Ah, ça y est, je peux enlever ça. Je vais peut-être garder la capuche. Ah, voilà à quoi je ressemble en dessous. Oh, mes larmes ont coulé. Mes larmes qui ont coulé. Et pourtant, j'ai bien fixé mon make-up. Mon Dieu. C'est très joli, mais c'est très désagréable. Et du coup, il y a plein de fond de teint dessus. Vous allez pas le voir, mais voilà. Je vais mettre mes nouvelles lunettes. Première vidéo officielle de la chaîne. Enfin, première grosse vidéo avec mes nouvelles lunettes. Tada! Il y a moins de reflets, donc j'espère que ce sera plus agréable pour vous au visionnage. Je les adore, je les trouve trop cool. Je vais enlever ça quand même. J'ai vraiment l'impression que mon maquillage a été foutu en l'air par ce truc. C'est pas grave. Si je ressemble à rien, bah vous m'en voudrez pas. J'espère que vous n'entendez pas le mec qui passe la tronçonneuse alors qu'il pleut dehors, hein, parce que voilà. C'est assez interactif, je sais pas si c'est le terme, de la... À très vite. Bon, la vidéo fait quand même 33 minutes de rush, j'espère qu'elle fera juste une vingtaine de minutes une fois que j'aurai fait le cut. Je suis contente de vous en avoir parlé, en fait j'avais pas mal de choses à dire au final, donc c'est plutôt bien. Je vais boire un coup parce que j'ai une autre vidéo à vous filmer juste après puisque je pars une semaine, un peu moins d'une semaine en vacances, mais donc j'amène du travail avec moi parce que j'ai 7 heures de train à l'aller et 7 heures de train au retour, donc autant que j'ai de quoi faire avec moi. J'aime pas perdre du temps et j'aime pas prendre le train. Et l'avion c'est trop cher, et le TGV c'est trop cher,
Et donc du coup 7 heures de train, voilà. Donc ça veut dire que cette semaine j'ai passé 14 heures dans le train. Si je me chope des punaises de lit, je vous jure je serais contrariée. D'un côté je vais à Paris, donc ça se trouve c'est à Paris que je vais me choper des punaises de lit. En plus je compte aller au cinéma parce qu'il y a le nouveau Miyazaki qui sort. Oh, tant d'opportunités de choper des punaises de lit. Je suis pas une psychotique des punaises de lit, mais j'aime pas trop l'idée. Bref, ça n'a aucun rapport, donc je vais vous laisser là. Merci d'avoir regardé ces scènes post-génériques et ciao. Et j'espère que vous avez aimé mon costume bizarre. Voilà, ciao.